Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture qui sera le dernier point lecture avant les vacances. Donc je reviendrai au mois d'août. Je fais un point lecture 100% SFFF puisque je ne vais vous parler que de romans de science-fiction ou de romans fantasy ou de romans fantastiques d'ailleurs. Et vous allez voir, j'ai fait que des bonnes lectures avec un coup de cœur, on peut le dire. Donc les bouquins viennent comme ils sont là, mais j'ai vraiment adoré toutes mes lectures. Alors, je commence avec un troisième tome. Le troisième tome de Wayward Pines de Blake Crouch aux éditions Gellmeister dans leur collection Totem. On a lu donc un tome à peu près par mois avec les filles dans le groupe de lecture que j'avais créé sur Insta. Et on s'est régalé. Alors c'est un tout petit tome, je crois que j'ai lu en 2 jours à peine, il se lit hyper vite. Ça se dévore, c'est de la science-fiction, donc pour rappel on est dans le premier tome avec un type qui s'appelle Ethan Burke qui se réveille dans la ville de Wayward Pines. Il ne sait plus limite il sait plus qui il est, quel est son métier, ce qu'il fait là. Il se dit qu'il a eu un accident et que il a perdu la mémoire, et en fait il va se rendre compte qu'il est dans une petite ville dont il ne peut pas s'échapper. Voilà. Et on va découvrir plein de choses, plein de secrets qui sont liés à cette ville, et on va voir le personnage évoluer. Ce troisième tome démarre in media res, c'est-à-dire que si vous n'avez pas lu le premier ou le deuxième tome, vous êtes paumé. C'est du non-stop. On voit que l'auteur s'est fait plaisir. On est avec des bébêtes qui sont pas sympathiques. Voilà, c'est un peu une boucherie dans tous les sens. Je vais pas en dire trop parce que ce serait complètement idiot. Je trouve quand même que Blake Crouch s'en sort bien. Il y a des choses qui sont parfois un peu faciles, mais il s'en sort très bien dans cette trilogie. Si vous avez envie de commencer la science-fiction par quelque chose de soft, si vous voulez faire lire des romans cet été, par exemple, je pense à des personnes qui ont du mal à lire, qui ont du mal à se concentrer, ça se lit très bien. C'était vraiment très addictif, et la fin je l'ai trouvée géniale en fait. Je trouve que la fin est... J'y avais pas pensé, et c'était très bien. Donc je vous recommande absolument cette trilogie, Wayward Pines. Ensuite j'ai lu un livre qui était dans ma palle depuis des années, et je n'arrivais pas à l'en sortir. Et je l'ai mis dans des tas de palles, de challenges. Je pense que le truc, il a dû faire 30 palles, 30 challenges, et je l'ai jamais lu. Et là je me suis dit, faut le lire. Donc j'ai enfin lu La bibliothèque de Mount Char, c'est de Scott Hawkins, c'est aux éditions Folio SF. Je crois que c'était un des plus vieux livres de ma palle. On est dans un roman fantastique où nous sommes avec un personnage qui s'appelle Caroline, qui est... Alors on nous dit qu'elle est bibliothécaire et qu'elle gère en fait voilà, bon, je vais commencer par le commencement parce que sinon ça va vous embrouiller. L'histoire est très difficile à vous résumer. Lorsqu'elle était petite, Caroline a perdu ses parents. Elle est devenue orpheline vers ses 8-9 ans, et elle a été adoptée par un personnage qu'elle appelle Père, dans une espèce de grande maison où il y a d'autres enfants qui sont dans son cas. Et chaque enfant va avoir la tâche d'apprendre un domaine précis. Caroline, elle, par exemple, c'est les langues. Toutes les langues. Les langues possibles et inimaginables, il faut qu'elle sache plein de langues, plein de dialectes, etc. Par exemple, il y a un personnage, lui, qui va s'intéresser aux arts à l'art de la guerre, à la médecine, aux animaux, etc. Et chacun reste dans son domaine précis, ils n'ont pas le droit d'empiéter ou d'aller voir ce qui se passe chez le voisin. Et on retrouve Caroline quelques années plus tard, elle a une trentaine d'années, et en fait, Père a disparu. Ce qui met à mal complètement l'organisation de la maison, et surtout ils ne peuvent plus se rendre dans cette fameuse bibliothèque, ce manoir dans lequel ils vivent, parce qu'il y a une espèce de force qui les en empêche. Voilà. C'est un roman complètement barré, que vous pouvez caser dans le fantastique, dans la science-fiction, dans le thriller, dans l'horreur. C'est très étrange. En fait, il y a des situations assez absurdes où on se demande pourquoi l'auteur a pensé à ça. Parfois c'est cracra, c'est gore, il y a des morts en pagaille. Les personnages font des choses, on se demande totalement pourquoi. Enfin c'est très étrange. Mais ça... Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on se demande ce qu'on fout là, en fait. On se demande ce qu'on lit. Et il y a un côté très addictif, pardon, parce qu'on a envie de savoir
ce qui est arrivé à Père, où est-ce qu'il a disparu, qu'est-ce que c'est que ces gamins qui ont appris des choses chacun dans leur domaine. C'est très étrange, mais c'est très addictif. Je l'ai lu très très rapidement. Et que vous dire de mon avis, ouais, ça fait 3 semaines que je l'ai lu et je peux toujours pas vous le dire. Oui, j'ai aimé quand même parce que je suis allée au bout. Mais j'avais jamais lu un bouquin comme ça. C'est très très étrange. Très bizarre comme sensation. Après, vous avez une explication à la fin. Les pièces du puzzle se mettent... voilà, s'imbriquent toutes les unes dans les autres, donc on comprend. Bon, moi j'avais deviné hein, depuis le début, rien qu'en lisant la 4e de couverture, j'avais deviné, mais c'est pas très grave. Mais c'est un exercice de style auquel s'est livré l'auteur qui est vraiment bizarre. Et quand vous allez lire d'autres chroniques, la plupart des chroniqueurs ont le même sentiment que moi. Ensuite, j'ai lu un roman fantasy. Donc j'ai lu avec Dorian le tome 2 de la trilogie Tarot. Donc celui-ci s'intitule Le Pendu. Il est vraiment très très beau. C'est de Caddy Edwards et c'est aux éditions Brajlon. Alors, et il y a un joli jaspage. Ils coûtent pas très cher, ils sont à 19 €. Ceux-là, voilà. Ils sont tous très différents. Donc ici nous sommes avec... comment il s'appelle déjà ? Il fait une chaleur à l'extérieur, c'est l'horreur, j'arrive plus à... Ah oui, alors on est avec Rune Saint-John qui est un Atlante. En fait, les Atlantes ont été découverts par les humains et les humains et les Atlantes se sont livrés à une guerre sans merci. Finalement, il y a eu un traité de paix et les Atlantes sont sur une île au nord des États-Unis où ils vivent. Et en fait, il y a des maisons qui correspondent aux arcanes du tarot, d'où le nom tarot. Et nous on suit Rune qui est le descendant et le seul survivant de la maison du soleil. Toute sa maison a été massacrée, toute sa maisonnée a été massacrée. Et en fait on va le suivre, il a été victime d'un traumatisme. Et on va suivre ce personnage dans le premier tome. Il recueille un jeune homme de 17 ans. En fait on lui tend un peu un piège, hein. Il a l'obligation de s'en occuper jusqu'à sa majorité. Donc il se passe plein de choses dans le premier tome et il se passe encore plein de choses dans ce deuxième tome parce que ce jeune homme qui s'appelle Max, a priori d'autres maisons concurrentes lui en veulent. Voilà, et donc on va avoir Rune qui est un personnage qui va essayer de protéger au maximum Max. C'est de la fantaisie, franchement vous lisez ça se lit super bien. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est il y a beaucoup d'humour, ça me fait penser beaucoup à l'humour de J. Christophe. Alors c'est un peu l'humour parfois un peu pipi caca, un peu des blagues un peu sexuelles, etc. Mais moi ça me fait rire. Je trouve que le duo entre Rune et son acolyte, donc son acolyte, son protecteur qui s'appelle Brand, marche du tonnerre. Voilà, et on en apprend plus sur l'histoire de Rune. Et surtout sur la magie, parce que dans le premier tome, ce qu'on lui a reproché avec Dorian, avec d'autres lecteurs, c'était que l'auteur ne prenait pas assez le temps de développer, il nous balançait un peu dans cet univers et hop, vas-y, débrouille-toi. Là, c'est vrai qu'on sent que l'auteur a gagné en maturité et on a beaucoup plus d'explications en ce sens. Ça se lit bien, voilà, au bord de la piscine, vous êtes tranquille. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Il y a le 3e tome que je vais lire au mois d'août, on l'a déjà programmé avec Dorian. C'était chouette, voilà, une bonne lecture aussi. Ensuite j'ai lu, alors c'était la grosse lecture commune que j'avais organisée au mois de juin. Voilà, c'était un dictionnaire. C'est le tome 2 de l'Empire des vampires, donc l'Empire des damnés de J. Christophe aux éditions de Saxus. Nous avions lu au mois de décembre le 1er tome et donc on s'est programmé le 2e tome en lecture commune. Et autant vous dire que je l'ai bouffé, c'était trop bien. J'aime énormément ce que fait J. Christophe. J'adore son humour, j'adore son écriture, j'adore son style, j'adore ses personnages. Donc pour l'histoire, nous suivons Gabriel de Leon qui est un saint d'argent qui a été capturé par un vampire. Puisqu'en fait dans ce monde-là de fantasy, il y a plus de soleil. Le soleil, quand il est à son zénith, vraiment on le voit très peu. Donc en gros il fait tout le temps nuit et les créatures de la nuit forcément.
et bien maintenant elles ont étendu complètement leur empire sur la Terre. Et donc Gabriel de Leon, lui, c'est un jeune homme qui au départ est recruté par les Saints d'Argent et son but c'est de buter du vampire. Voilà, il va se passer plein de choses dans le premier tome et il va se passer encore plein de choses super bien dans ce deuxième tome. On en sait encore plus sur Gabriel de Leon qui doit rechercher le Graal pour le Saint Graal pour il y a une prophétie qui dit que le Saint Graal mettrait un terme à l'empire des vampires, justement, à ce Saint Graal. C'est alors c'est pas un objet, c'est une personne. Je n'en dirai pas plus. Alors j'ai quand même un petit bémol dans ce tome là. Je trouve que parfois l'auteur, il y a des longueurs. Il y a quelques longueurs dans ce livre. L'auteur parfois, au lieu de prendre la ligne droite, tortille des fesses et nous fait prendre des petits chemins de traverse. Je vous montre parce qu'il y a des illustrations en fait dans le bouquin. Et parfois il y a des rebondissements qui selon moi ne sont pas nécessaires. Voilà, c'est le seul petit reproche que je pourrais faire à l'auteur. Il y a des scènes de bataille mémorables qui là encore parfois sont un peu longues, mais ça se lit très bien, c'est hyper addictif. Alors attention, on est dans du très sanglant, hein. On parle de vampires, donc ils vont pas vous faire un bisou dans le cou, ils vont vous mordre et vous arracher la gorge et vous pomper tout le sang de votre artère. Donc il y a du sang, il y a des tripes, il y a des viscères, c'est un peu dégueu parfois, même très dégueu. Il y a des scènes de sexe. Voilà, c'est quand même pour un public averti selon moi. Ne faites pas lire ça à votre neveu ou votre nièce de 14 ans, c'est pas du tout adapté. Mais c'est très bien et on attend c'est une trilogie, donc on attend le troisième tome qui n'est pas sorti je crois encore en VO. Mais de toute façon quand il sort en VO, de Saxus le traduit limite tout de suite, donc on l'aura assez rapidement. C'était vraiment bien, vraiment je vous recommande. En tout cas les deux premiers tomes sont vraiment super. Si vous avez envie d'avoir du vampire bien méchant et d'autres choses, allez-y, c'est excellent. Et mon coup de cœur, c'est donc le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions J'ai lu dans ces magnifiques rééditions très belles. Alors moi mon but c'est d'en lire, je me suis acheté donc les 6 tomes du premier cycle de la Cité des Anciens, je crois que c'est ça le premier cycle. Donc je vais commencer par lire ces 6 tomes, j'en lis un par mois. Donc celui-ci je l'ai lu au mois de juillet, et puis vous avez compris, mois d'août, etc. Alors ce qui est marrant, c'est que ce premier tome, je l'ai lu il y a bien longtemps. Pas dans cette édition, dans une édition moche. Et je l'avais même chroniqué, et je suis allée lire ma chronique. Je n'en avais plus de souvenirs. Et en fait dans ma chronique de l'époque, c'était... ouais, c'était il y a peut-être 15 ans. J'avais détesté. Enfin, j'avais pas détesté, non. J'avais pas aimé. Je m'étais ennuyée. J'ai relu la chronique, je disais que je m'étais ennuyée, que j'avais pas trouvé ça fou. L'univers était pas terrible, etc. Et en fait, vous voyez comme quoi, parfois relire un livre, ça change tout. Je pense que quand je l'ai lu, je commençais à me lancer dans la fantaisie, je n'en lisais pas du tout. C'était peut-être la première fois que je lisais de la fantaisie. Et du coup, je n'avais aucune expérience du monde de la fantaisie. Je n'avais pas assez lu de fantaisie pour prendre du recul. Et maintenant, quand même, que j'ai lu beaucoup de fantaisie, je pense avoir une expérience littéraire assez suffisante pour apprécier ce roman qui est un chef-d'œuvre. Je le dis haut et fort. Robin Hobb, c'est d'abord une écriture incroyable. Elle écrit d'une manière... c'est très beau. C'est précis. C'est précis dans les descriptions, c'est précis dans les dialogues, c'est précis dans la psychologie des personnages. C'est parfois poétique. Moi, c'est d'abord la plume que je trouve magnifique chez cette autrice. Ensuite, c'est un univers hyper dense. On est avec un jeune garçon qu'on va appeler Fitz, qu'on amène à 6 ans à Castelcer. Parce qu'on dit que c'est le bâtard de Chevalerie qui est le prince de Castelcer, donc c'est le roi subtil qui règne, et Chevalerie aurait eu un bâtard qu'on avait appelé Fitz. Il a 6 ans et on balance ce gamin. Il est recueilli par un homme qui s'occupe des animaux, des chevaux, des chiens, du prince, par Buric,
et en fait il va passer sa première nuit dans l'étable, enfin c'est pas l'étable, c'est l'écurie, entouré par les chiens, entouré par notamment Fouineau. Et en fait on va suivre dans ce premier tome l'apprentissage, l'initiation de ce gamin qui va se fondre peu à peu dans les murs, qu'on va accepter bon an mal an parce que c'est quand même le fils bâtard de chevalerie, donc on l'accepte, et qu'on va former, qu'on va essayer de former. On va lui donner accès à la lecture, à l'écriture, il va s'occuper des animaux, et on va lui dire qu'il va pouvoir bénéficier d'un enseignement et bénéficier de l'art, avec un A majuscule, qui est pratiqué par les princes et les rois, qui est une sorte de magie, en gros, qui vous permet de contrôler les pensées de votre ennemi et de communiquer à distance. Et Fitz, non seulement va être initié à l'art, mais il va posséder, on va se rendre compte très rapidement qu'il possède le vif, avec un V majuscule, qui est la faculté de pouvoir entrer en communication avec les animaux et de voir à travers leurs yeux, notamment. Et c'est une pratique qui est complètement bannie et honnie dans ce royaume. Donc ce personnage, bâtard, rejeté de sa famille, rejeté par tous, va finalement être doté de cette capacité. Alors certes c'est lent, parce qu'en fait on nous présente le royaume, on nous présente les personnages, on nous présente les princes, on nous présente Fitz, on nous présente la manière dont ça fonctionne. Donc oui, c'est lent. Ne vous attendez pas, il n'y a pas de bataille par exemple, il n'y a aucune bataille, aucune bagarre dans ce tome-là. L'art, on en a un petit aperçu. On nous explique ce que c'est rapidement, mais on va pas entrer dans les détails, donc ça peut frustrer. Mais ça dit tellement de choses. Voilà, il faut se lancer dedans. D'ailleurs, ce premier tome s'intitule L'apprenti assassin. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Fitz va apprendre tout ça parce que le but c'est qu'il devienne l'assassin du roi. Enfin, il va pas assassiner le roi, c'est le roi qui va l'employer pour qu'il devienne un assassin à son service. C'est vraiment excellent. Et je suis très contente de m'être à nouveau lancée dans cette saga, parce que vous voyez, il y a 15 ans, j'avais pas aimé, et là j'ai adoré. Et je trouve ça d'une finesse incroyable. Vraiment, c'est de l'excellente fantaisie. Allez-y les yeux fermés. Voilà, c'en est tout pour mon point lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si vous avez aimé les livres que je vous ai présentés, ou à l'inverse si vous ne les avez pas appréciés. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire également. Donc on se retrouve au mois d'août, puisqu'après là je pars en vacances et j'aurai pas suffisamment lu d'ici les vacances pour vous faire un point lecture. Donc je vous ferai mon point lecture quand je rentrerai des vacances. Je vous souhaite de très belles vacances également si vous avez la chance d'en avoir et de partir. Et je vous souhaite de faire de très belles lectures surtout. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!